Donc, nous sommes là aujourd'hui pour parler d'un objet un peu bizarre qu'on trouve dans Scrum, globalement dans l'Agile. On verra aussi dans un contexte hors Agile, mais pourquoi pas. Le plan de release. Vous avez dû entendre ça quand vous avez suivi vos cours Scrum Master, etc. On verra si d'expérience, c'est pas toujours autant utilisé que ça le devrait. On fera peut-être un petit sondage tout à l'heure pour voir qui en met en place régulièrement dans ces projets. Cette approche du plan de release, en fait, je vais vous la présenter à travers une expérience que j'ai rencontrée il y a quelques temps, et en particulier avec Martin Bolders, que vous avez peut-être vu ce matin en keynote sur les Innovation Games. Alors j'ai repris Serious Game parce que Innovation c'est registrated, donc voilà. Alors, merci à nos sponsors, dont on fait partie Neoxia. Donc merci à Palo IT, Accenture et Neoxia. Également au Gold et Silver, je ne vais pas tous les citer, vous les connaissez, ils sont là-haut. Alors, en tant que certes Scrum Master certifié, mais surtout patron de Neoxia, je dois vous présenter ça. Vous êtes peut-être passé sur notre stand, il y a un iPad à gagner, vous pouvez déposer un truc dans une urne, etc. On a un cabinet de conseil ici, une douzaine d'années d'expérience, 50 consultants, Paris, Casa. Et sur l'agilité, on essaie d'être présent en particulier à tous les niveaux, au niveau ingénierie logicielle, mais également au niveau transformation des organisations, et en particulier la fonction SI. Alors, venons-en au vif du sujet. À main levée, qui régulièrement conçoit et suit des plans de release dans ses projets Scrum, parmi ceux qui font du Scrum? Ah ouais, allez, 25%, joli. Alors, moi en particulier, je m'occupe principalement de stratégie SI et de relations assez haut niveau avec des managers. Même si je descends assez souvent sur les plateaux de dev et je code également encore de temps en temps. Mais globalement, c'est vraiment l'outil que j'ai trouvé le plus intéressant dans la communication entre les décideurs et justement les opérationnels. Alors par contre, il faut pouvoir les intéresser, les décideurs. Et pour ça, alors on parle souvent de projets stratégiques, d'enjeux pour l'entreprise. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un enjeu. Si le projet n'en a aucun, c'est très intéressant de faire un plan de release, mais tout ce que je vais dire aujourd'hui, finalement, ne servira qu'à faire du vent. Toutes les techniques qu'on va passer en revue à travers les différents games que je vais vous présenter et qu'on met régulièrement en œuvre dans les projets, n'ont d'intérêt que parce que les gens à qui ils s'adressent ont très peu de temps, ont besoin de comprendre vite et de comprendre à 360 degrés. Alors, le résultat, le résultat de tout ça, c'est le plan de release. L'objectif d'un plan de release, c'est quoi? C'est de fournir de la visibilité. C'est de fournir justement de la visibilité à un projet, à un manager, à un décideur d'un projet. En gros, tout simplement, quoi, quand, combien. On va voir ça un peu plus en détail. L'objectif, c'est de prendre des décisions. Nous, on a un cabinet de conseil, donc on aide nos clients à prendre leurs décisions en essayant de les éclairer. Et ce qui est également important, c'est peut-être aussi ce qui vous a un peu attiré dans cette conférence, c'est comment on essaie de faire ça rapidement, en tout cas de manière efficace. Alors on verra que c'est 15 jours, un mois, en tout cas c'est quelques semaines et c'est pas quelques mois. Et je vais tout de suite poser le problème qui revient assez souvent, c'est bien beau tout ça, mais ça marche que sur des nouveaux projets, ou au contraire, moi j'ai un tel historique que de toute façon changer les choses c'est pas possible. Alors en fait, on a expérimenté la démarche sur les deux cas, donc des projets neufs. Alors je vous avoue que ça marche plutôt bien et c'est plutôt assez intéressant sur des projets d'ampleur. Sur des petits projets, c'est intéressant, mais il y a moins de difficultés. Donc c'est particulièrement intéressant sur des plus gros projets. Et ça fonctionne également, mais on verra comment de manière un petit peu différente, sur des projets qui existent ou alors qui préexistent un peu en souffrance. Je ne sais pas si vous avez déjà vu chez vous, dans vos organisations, des projets qui traînent depuis 8 mois, et puis à un moment donné, il y a un top manager qui descend dans une salle de réunion et qui convoque une réunion de crise pendant 15 jours pour essayer d'y voir un peu plus clair sur cette ligne qui lui coûte dans son budget. Bon. Donc ça s'adresse également à ce type de projet. Alors, pour vous rappeler un peu vos souvenirs de cours Scrum, qu'est-ce que c'est que le plan de release? Globalement, 2 points.
C'est en fait une projection sur une échelle de temps d'un ensemble de fonctionnalités métiers. En gros, des incréments de fonctionnalités, de qualité production, etc., qu'on espère retrouver, en tout cas, dans un logiciel packagé. Et c'est également la répartition de ces fonctionnalités décomposées donc, sur cette échelle de temps, décomposée en release et en itération. Ça n'a rien de nouveau sous le soleil. Par contre, il y a un certain nombre de facteurs qui permettent de positionner ces différentes fonctionnalités sur cette échelle. Son importance en termes de business value, son importance dans le système, son coût, sa complexité, pour reprendre la terminologie, et évidemment les interdépendances techniques, fonctionnelles, voire d'ordre organisationnel. Qu'est-ce qu'on poursuit comme objectif? Alors le premier est sûrement le plus important. Ce qu'on cherche dans ces projets un peu flous, un peu parfois pharaoniques, sur lesquels beaucoup de monde travaille, chacun fait son boulot, mais on a l'impression qu'on a du mal à voir sortir quelque chose. Ce qui est important, c'est de partager une vision commune de ce projet. Donc la vision partagée du projet, c'est peut-être l'objectif à retenir du plan de release. Ça devient un outil que doivent s'approprier l'ensemble des acteurs du projet, depuis les managers, les décideurs, évidemment par les opérationnels, fonctionnels ou techniques. Bon, alors après c'est du plus classique, on segmente le projet en sous-ensembles fonctionnels complets, important, domaine, sous-domaine, etc. L'objectif c'est également de mettre en place une dynamique collaborative pour arriver à une estimation de charge qui fasse consensus. Alors, il y a des variantes, il y a des points de vue, mais ce qui est important c'est que le niveau de crédibilité est suffisant pour qu'on ne puisse pas la discuter, en tout cas sans obtenir contrepartie. Enfin, évidemment, tout ce qu'on cherche en amont de projet, en particulier pour les projets neufs, c'est de pouvoir dimensionner des dispositifs opérationnels, les équipes, etc. Et une fois que le projet est lancé, ça permet de coordonner les acteurs, en particulier en multi-équipe, en Scrum de Scrum, et évidemment de suivre, pour en particulier les managers, le reste à faire ou l'avancement du projet. Et d'effectuer les arbitrages et les activités de replanification. Alors, si vous avez assisté à la keynote de Martine, vous l'avez peut-être vu, je ne sais pas s'il l'a présenté, j'étais pas là ce matin. Ce schéma-là, en fait, alors oubliez les petits points pour l'instant, c'est du classique quand on parle d'innovation game, de game. Voilà. On a 3 phases. Le premier, c'est l'ouverture, à gauche. Au milieu, on explore un domaine, technique, fonctionnel, organisationnel, on y reviendra. Et à la fin, on essaie de closer pour prendre des décisions, planifier, passer à l'action. Alors, on va utiliser évidemment cette technique-là globalement. On ne va pas en faire un seul, des games, on va en faire un certain nombre. Alors, les petits points, hein, vous comprenez la symbolique. Les points blancs, c'est on avance. Les points orange, tiens, on a un doute. Les points rouges, on stoppe. Et les points verts, c'est bon, c'est acté, on garde. L'objectif, c'est à la fin d'avoir plutôt du vert et voire du orange, voire des blancs en instance. Alors, on va fonctionner en 3 étapes, assez classiquement. Dans un premier temps, on va créer un premier backlog. On y reviendra. Dans un deuxième temps, on va explorer. Alors, on va explorer de 2 façons. On va explorer au niveau fonctionnel, donc la valeur métier du produit, et au niveau technique. En particulier, on va approfondir des choix d'implémentation, de stratégie, d'architecture, etc. Enfin, on essaiera de faire des choix, arbitrage. On commence par le stratégique, et puis on en déduit ce qu'il faut sur le plan opérationnel et technique. Et ensuite, on décide. Alors, passons au concret. Comment ça marche ? Alors, ce que je vous dis, c'est issu d'expériences qu'on a acquis sur des projets de taille très différente, de quelques mois hommes à des projets qui se comptent en dizaines de milliers de jours, en passant par des projets de plusieurs milliers. Ça fonctionne bien. C'est une discipline qui n'est pas facile, parce que ça demande de comprendre le fonctionnel, ça demande de comprendre l'ensemble des technologies et surtout des impacts entre les différentes technos et entre la techno et le fonctionnel. Donc ça demande des profils un peu expérimentés. Mais bon, ça s'adresse quand même à des décideurs qui risquent de prendre des décisions de go-no-go et d'investissement de budget important. Donc ça justifie. Par contre, c'est rapide, c'est efficace. Alors, la première phase, c'est la découverte des fonctionnalités. Ça, vous connaissez, on est beaucoup sur de l'exploration, sur du brainstorming, etc. La façon dont on fonctionne, on va commencer par un exemple, et ensuite on verra les variantes, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Donc sous la forme d'un atelier qui regroupe majoritairement des gens du métier, éventuellement 1 ou 2 décideurs, les fameux managers qui râlent tout le temps, et qui veulent avoir de la visibilité, ils ont finalement raison, c'est leur job.
Et donc un animateur. Bon, le rapporteur, c'est important parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent dans ces réunions-là et il ne faut parfois pas les rater. On y reviendra. Alors comment ça marche? Alors déjà, ça dure 1 heure. Et ça commence pendant 20 minutes. On est donc à 5 personnes, 5, 6, enfin ça dépend. On va prendre l'hypothèse qu'on est 5. Pendant 20 minutes, 15-20 minutes, chacun en fait va noircir du post-it sur les fonctionnalités attendues, plutôt métier, certaines contraintes structurelles éventuellement, sur le produit. Alors là, on se place dans un cas de projet neuf. On verra tout à l'heure la variante, le projet existe. À tour de rôle, chacun vient présenter ses post-it aux autres. Rien que du très classique. On va voir ce que ça donne par la suite. On le positionne sur un board. On peut ajouter des fonctionnalités tant qu'on veut. Si on est déjà passé au tableau, on peut rajouter, pas de problème. Et il y a juste une petite règle, c'est que les managers, ils parlent en dernier. Vous comprenez pourquoi? Éviter d'influencer. Voilà. Alors généralement, retour d'expérience, ces managers, ils ont des surprises parfois. Ils se disent, tiens, c'est bizarre, c'est pas ce que je pensais. Mais justement, c'est intéressant qu'ils aient vu avant et qu'ils parlent après. Et il y a un réel échange qui peut s'opérer. Parfois, malheureusement, il n'y en a pas. Mais on les rattrape par la suite, parce qu'en fait, comme c'est eux qui nous demandent les résultats, généralement, à la fin, ils veulent nous voir. Donc quand je dis ils, c'est pas Neoxia nécessairement, c'est l'équipe qui s'occupe de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à la fin? On a plein de post-it sur un mur, il n'y en a pas beaucoup, là, mais bon. Un truc rigolo aussi, c'est qu'on remarque qu'on a généralement entre 50 et 80% d'overlap. Seulement. Il y en a qui zappent complètement des domaines fonctionnels. Évidemment, il y en a qui font consensus, mais globalement, c'est bon, voilà, la majorité, certes, mais ce n'est pas l'écrasante majorité. Ça, c'est vachement intéressant. La première fois qu'on s'en est rendu compte, on était très surpris. Deuxième élément, quand on vient au tableau, qu'est-ce qu'on fait? On rapproche, on classe, on utilise l'espace. Ça, c'est extrêmement important. Donc, il y a un mécanisme d'autoclassement. Autre fait intéressant, justement, on fait des rapprochements et on rentre en résonance. Donc, on confirme ou pas. C'est très intéressant, et c'est très intéressant, évidemment, de le voir avant tout échange. Il y a une explication, mais il n'y a pas d'argumentation. On est là pour déposer. Et retour d'expérience sur un atelier d'1 heure, 5 personnes, généralement, on se trouve avec une centaine de post-it. Ça fait, une fois qu'on a dédoublonné, etc., entre une trentaine et 50 features. Alors attention, ce n'est pas des user stories. Petit conseil, ceux qui ne connaissent pas du tout Scrum, etc., ceux qui n'ont jamais écrit de spec ou d'user story, etc., il faut les briefer un petit peu. C'est parfois intéressant de se poser la question, qui fait l'action, qu'est-ce qu'on envoie dans le système, qu'est-ce qui nous retourne, comment on va le tester, entre guillemets. Mais il ne s'agit pas d'écrire des stories du tout. Alors, là, 20 minutes se sont passées. On a un certain nombre de choses. Deuxièmement, phase 2, on regroupe. Bon, là, ça s'est fait un peu de manière naturelle dans la première phase, parce qu'en fait, on regroupe naturellement, on rassemble. C'est là qu'on commence à faire apparaître des domaines, des sous-domaines, des épiques, des sous-épiques, etc. etc. Là, il y a un vrai dialogue, et on voit se dégager en fait un vocabulaire. C'est également intéressant, on essaie de dégager un consensus, on est obligé de tous comprendre, donc de parler, de recevoir et d'émettre le message dans le même sens. Donc le vocabulaire, et puis qu'est-ce qu'on fait? On en profite également pour éclaircir et écrire éventuellement. Il y a des formes d'écriture qui sont un peu différentes. On peut faire un peu plus de qualité sur le board. Et évidemment, on supprime in fine les post-it devenus inutiles. En gros, on a un truc comme ça. Alors là, c'est pas classé, c'est juste présenté un peu joliment. En haut, on a les domaines, sous-domaines, ce que vous voulez. Là, il y en a un certain nombre, il pourrait y en avoir... Alors 50 fois plus, ça fait beaucoup sur un board. Donc à un moment donné, il faut utiliser la bonne loupe, pas aller trop dans le détail. J'oubliais, il y en a en fait qu'on n'a pas gardé ou qu'on ne sait pas classer ou qu'on ne veut pas traiter, il ne faut pas les oublier. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? On est toujours dans la phase 1, on est dans l'invention des fonctionnalités et la construction du premier backlog dans le cas projet neuf. Alors, le classement horizontal, vous connaissez, il y a plein de gommettes là derrière, le dot voting, le fameux. Donc, vous donnez 5 votes à chacun, ça peut être 3, ça peut être 8, pas beaucoup plus, 8 c'est beaucoup. Qui positionne à sa guise sur les catégories. On peut voter plusieurs fois sur la même, on peut tout mettre sur la même. On est obligé de voter. Vous avez un truc comme ça. J'ai mis en vert la somme des votes.
Alors généralement, le projet, il est stratégique plus ou moins, etc. Il a généralement un client. Parfois c'est un projet interne avec des clients internes, parfois il y a de l'interne et il y a de l'externe, etc. C'est là que c'est intéressant en fait de redemander un vote en changeant de perspective. Ça prend 5 minutes un vote, et parfois ça nous apprend des trucs. Ça nous apprend des choses comme, voilà, ah oui tiens finalement on avait oublié ça, mais c'est vrai que du point de vue du client ça a une vraie valeur. Et puis ce truc-là finalement c'est vrai que pour nous en interne on aimerait bien, mais les clients ils sont fous quoi. Enfin bon. Alors, le dot voting. Donc le classement horizontal. Ça nous permet en fait de classer nos colonnes si on le souhaite. Alors après, il y a différentes possibilités. Soit vous faites la somme des votes sur les différentes perspectives, ou vous les gardez indépendantes. Vous pouvez faire les deux. Excel sait tout faire. Le classement vertical. Alors là, on n'a pas toujours le temps de le faire. Alors généralement, qu'est-ce qu'on fait? On va se prendre les 3, 4, 5, enfin celles qui nous intéressent, catégories les plus prioritaires, et on va commencer à faire remonter à l'intérieur de ces colonnes, donc je remets le... Voilà, les stories, les épiques, les plus intéressantes d'un point de vue business. Donc en haut, les plus intéressantes, en bas, celles qui le sont moins. Il est là encore possible de réécrire, fusionner, etc., dissocier les fonctionnalités. Non, je t'en prie. Justement, ce classement-là, il peut être sujet à des débats. Tout à fait. Donc, on fait comment? On débat. D'accord. Mais c'est 20 minutes pour le tout. Non? Je vais rater, Non. 20 minutes, c'était la génération de post-it. Après, il y a les 2 phases de dot voting. Voilà, c'est 5 minutes à chaque fois. Et alors après, j'ai mis une demi-heure. Oui, c'est en haut là. Le classement vertical, j'ai mis une demi-heure. Ça peut être 2 heures. une demi-heure pour l'ensemble. Après, tu adaptes. C'est pas 5 minutes. Ce qui est important, en fait, c'est de dégager les consensus, parce que on va revenir tout à l'heure sur comment on déploie ça de manière opérationnelle en fonction des types de projets. Globalement, il y a encore 2-3 trucs à faire d'ici la fin de l'atelier. Alors l'atelier, dans ce cas-là, il pourrait durer une journée. Mais on voit que dans certains cas, c'est pas possible, et à ce moment-là, on va le splitter en plusieurs demi-journées. On va y revenir. Donc si typiquement on est sur une journée, on ne peut pas donner 4 heures à chaque game. Bon. L'un des principes des serious games aussi, c'est timeboxer. Mais on peut en faire plusieurs. Alors, là, il y a un truc intéressant qu'on fait, parce que c'est à ce moment-là, finalement, qu'on peut répondre à commencer à répondre à cette question. Vous connaissez peut-être le modèle de Kano. Hein. Voilà. Ça permet de taguer les fonctionnalités, et ça va nous donner une caractéristique supplémentaire par la suite dans la priorisation, dans l'ordonnancement des stories, des épiques sur le plan de release. Alors, on arrive à la fin de la première phase. Donc ça a été finalement assez rapide, ça a duré une petite matinée. On a donc un périmètre fonctionnel a priori complet, alors souvent à grosse maille, hein, macro. Parfois, ça dépend du projet, il peut être plus fin. C'est pas très grave, même s'il est macro sur un gros projet. Ce qui est important, c'est qu'il soit complet en termes de périmètre. On y reviendra. Un découpage en domaine sous-domaine, donc des S. Un début de vocabulaire du projet, j'en ai déjà parlé. Et plusieurs indicateurs de priorisation qu'on va réutiliser par la suite. Soit global, soit par domaine. Et sur différents plans, ça c'est également intéressant, des perspectives clients, des perspectives typiquement back-office interne, etc. Alors, quelques conseils. On est 2, a priori, à animer ce type d'atelier. L'objectif, c'est de faire parler évidemment les participants. Il y en a un généralement qui ne parle pas trop, qui prend pas mal de notes, mais qui peut intervenir, hein, qui est là justement pour trapper tout ce qui est intéressant et qui va derrière se retrouver dans les notes attachées au user story ou dans les specs. En particulier, on utilise assez fréquemment soit du Excel directement, soit un outil comme ScrumDo qui est assez léger et qu'on peut réutiliser par la suite, vous verrez. Ou Excel, alors donc le Excel c'est génial parce qu'on peut garder une colonne pour chaque truc, on peut faire des sommes ou pas, classer, trier, machin, génial. Ou Google Spreadsheet sur les adeptes du SAS. Hop. Alors un atelier... Ouais. On le garde, ouais.
Enfin, on jette. Alors, soit c'est un doublon, et effectivement, ça n'a aucun intérêt. Enfin, ouais, pour des stats, peut-être non. Non, par contre, les features qu'on ne va pas garder parce que hors du périmètre, etc., ça ne coûte rien de les garder dans un coin. Parce qu'à un moment donné, certains vont peut-être poser la question, mais pourquoi ça, c'est pas dans le périmètre? Alors, ça dépend vraiment là, du projet et de la disponibilité des acteurs. Ce qui est important, c'est d'avoir des gens à la fois compétents sur le métier et capables d'avoir une vraie vision plutôt moyen-long terme sur ce métier, voire sur la technologie, de faire des arbitrages, ou en tout cas de pifométrer les arbitrages. Et donc se mettre à la place du chef, etc. Donc c'est important que ces gens soient là. Et donc, parfois, on ne peut pas les loquer trop longtemps. Sur un projet important, c'est pour ça que la caractère stratégique du projet peut faire du sens, c'est qu'ils sont capables de se loquer une demi-journée, voire 3-4 demi-journées sur une période d'un mois sur un projet de crise, en tout cas important. Donc c'est possible. Pas plus, c'est pas possible. Donc soit effectivement on fait un atelier comme ça sur une journée, plutôt là avec des experts métiers, etc. Soit on en fait plusieurs espacés de quelques jours. Faut pas que ça soit, voilà, mais il faut que ça soit ramassé sur quelques semaines. Une semaine entre les deux, c'est d'expérience un peu trop long déjà. Alors, on a également essayé d'autres games pour redonner de l'information sur les stories, sur les épiques à ce niveau-là. BioFeatures, c'est intéressant, mais le problème, c'est que le périmètre n'est pas borné, là. Donc on est vraiment dans une exploration encore. Donc c'est pas très, très adapté. Be My Shadow, c'est sympa, parce qu'en fait, on se met à la place d'eux. Hein, c'est la fameuse question. Et au fait, du point de vue du client, ça donne quoi? Donc là, on peut faire le jeu voilà, de se mettre à la place. Alors, rapidement, sur le K2, le projet existe. Cette technique-là, en fait, ce qui va suivre est très intéressant, y compris pour ces projets, en particulier quand ce sont des projets un peu en déshérence, en tout cas sur lesquels on a du mal à avoir de la visibilité et sur lesquels on nous en demande. Donc là, ça vaut le coup d'investir, également pas très longtemps, une équipe beaucoup plus ramassée. Là, c'est pas un animateur, un rapporteur, c'est entre 2 et 4 personnes plutôt expérimentées, bonne capacité d'analyse fonctionnelle, une connaissance du SI, de l'architecture un peu globale des SI, pour faire une analyse, une rétro-analyse de l'existant et produire ce que l'on vient de voir. Alors généralement, c'est super difficile à vendre. Pourquoi? Parce que on nous dit, ouais, mais ça on l'a déjà fait, ça fait déjà des mois qu'on paye des maîtrises d'ouvrage pour faire des specs, etc. On ne va pas vous réexpliquer le projet quand même. Vous devrez... Bon, okay. Bon, en fait, évidemment, dès les premiers tours de roue, on se rend compte que souvent que beaucoup des principaux points de complexité n'ont pas été adressés. On a tourné autour, on a fait plein de docs. Mais en fait, les vraies difficultés, voilà. Et donc, l'idée, c'est, on fait cette analyse-là très rapide, on identifie ces points de complexité fonctionnels et techniques, et derrière, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on construit un premier backlog, la même chose, sans intervention client ou des métiers, et ensuite, on le présente. Alors, on peut appeler ça, si vous voulez être politiquement correct, comme de la restitution, mais en fait, c'est vous qui allez mener la barque. C'est vous qui allez challenger les clients, enfin, en tout cas ceux qui sont censés savoir connaître le fonctionnel et le technique. Et vous allez mettre le doigt là où ça fait mal, parce qu'il va falloir les intégrer dans le process. C'est-à-dire qu'ils pensaient venir écouter quelqu'un qui fait une restitution sur leur projet, mais en fait, c'est vous qui leur posez des questions qu'elles ne savent pas répondre. En tout cas, pas de manière évidente. Et donc, vous allez rentrer en collaboration avec eux pour trouver ensemble, commencer à explorer fonctionnellement, techniquement, et trouver des réponses. En tout cas, faire des hypothèses. Et à ce moment-là, on relance l'utilisation des techniques du 1, sur ce qui manque. Voilà. Alors, je continue. Question. Le backlog, estimation du backlog. Alors, bon, c'est pareil, évidemment, c'est macroscopique dans un premier temps. C'est toujours itératif en agile. Là, en fait, on inverse. On va travailler avec des techniques. Pareil, des gens expérimentés qui ont une bonne connaissance. Pas nécessairement l'expert du coin. On peut faire appel à quelqu'un de l'extérieur qui va poser des questions qui dérangent, justement, qui connaissent, qu'on ne connaît pas. Ça peut être intéressant. Voilà. Comment ça se passe? Alors avant, il y a quelques éléments préparatoires. Toiletter le backlog et l'approfondir. Donc là, il y a un petit travail. Puisque pour commencer à faire de l'estimation, on pense évidemment du playing poker, on va en reparler, il faut avoir des choses un petit peu plus construites, un petit peu plus denses, etc. Donc il faut faire cet effort-là, en tout cas sur les features principales, sur les épiques principales, les domaines et les sous-domaines qui ont la plus grande business value.
Alors, préparation de l'estimation. Ça commence, c'est la phase la plus importante de l'atelier. C'est une présentation du périmètre fonctionnel à l'équipe. Alors technique, en tout cas celle qui va participer au jeu d'estimation. Donc c'est un échange, parce que là, il y a des choses qui ne sont pas claires, il y a des choses qui ne sont pas encore connues, il y a des choses qui sont complexes, et éventuellement un approfondissement. Et c'est également là qu'on va commencer à présenter un socle technique. 2 cas peuvent se présenter. Il est maîtrisé, enfin il est connu, et maîtrisé, c'est le cas facile. Hein. C'est la 15e application qu'on fait comme ça. Oui. Ouais. Vous entendez pas là? Comment on fait pour... on éteint le... Il y a un interrupteur à fermer, non? Ah, c'est le micro. C'est le micro? Ça marche. Ouais, je vais chercher un technicien. Non, ici. Bon, il nous reste moins d'un quart d'heure, enfin 10 minutes, donc je propose de continuer quand même. Hein. Donc soit effectivement le socle technique est connu et maîtrisé, bon, c'est une hypothèse qu'on fait, ça va nous aider pour les estimations, soit il n'est pas connu, soit il n'est pas maîtrisé, ou les deux. À ce moment-là, on peut faire des hypothèses d'estimation, de pricing, on verra. Si vous avez des questions là-dessus, on pourra voir ça tout à l'heure. Et on fixe en fait des hypothèses retenues. Donc ça, c'est la phase préparatoire. Alors, ça commence par un game que vous connaissez déjà, évidemment, c'est le playing poker. Alors, il est également extrêmement important, après la phase de présentation du fonctionnel et de la technique. Pourquoi? Parce que c'est la phase d'étalonnage. En fait, on va faire ce planning poker uniquement sur un certain nombre de stories ou d'épiques représentatives. Et simplement sur ces stories-là. Donc il faut les sélectionner de tailles différentes, représentatives en termes de fonctionnalité, de complexité technique, et également assez proches dans le backlog. Et à ce moment-là, on fait une décomposition d'activités. Enfin, on va dans le détail, on raconte l'histoire de la réalisation de ces stories, de ces épiques, et on les étalonne, on leur donne en fait une taille. Et pour ça, en fait, on utilise généralement l'échelle des tailles de t-shirt. Je pense que vous les connaissez. C'est XS, S, M, L, XL, etc. Également, à ce moment-là, c'est là qu'on peut valider les hypothèses qu'on a fait tout à l'heure sur l'implémentation. Voilà. Donc, en ouvrant la boîte, finalement, hein, sur 4-5 cas concrets. Ça peut prendre jusqu'à 2 heures. C'est extrêmement important. Il ne faut pas passer au travers. C'est derrière qu'on va vite, en fait. Alors, le deuxième, on utilise... donc, on retrouve les tailles de t-shirt. On utilise, en fait, une roue ou un tableau, enfin... délimité dans l'espace, hein, qu'on puisse tourner autour, ça c'est extrêmement important. Et très vite, sur un backlog de 50 ou de 80 stories épiques, on va, en discutant, les positionner. Ça va de plus en plus vite, évidemment, parce que l'étalonnage se rôde. On les place comparativement les unes aux autres. On dégage un consensus quand c'est possible. Généralement, dans 90% des cas, c'est possible. Quand ce n'est pas le cas, on prend la taille supérieure. Évidemment, on essaie de travailler dans l'ordre des macro-priorités qu'on a fixées précédemment. Et globalement, le matin, on a travaillé sur la présentation du contexte, sur l'étalonnage avec le poker planning, le playing poker. L'après-midi, on peut vider notre backlog que l'on avait créé tout à l'heure. Alors, en fin de phase 2, qu'est-ce qu'on a? Un périmètre fonctionnel complet, toujours avec un niveau de détail macro ou moyen. Un découpage fonctionnel en domaine sous-domaine. Un début de vocabulaire. Oups, j'ai déjà vu ça.
On reprend depuis le début? Non, pas le temps. Ah, là, il y a un slide qui s'est glissé. Hop, c'est pas bon. Bon. Je vais passer au suivant. Ah, alors la construction du plan de release. Donc, ouais, qu'est-ce qu'on a en fin de phase 2? Vous avez compris, en fait, on a des poids, on a des complexités sur nos différentes epic stories, etc. Et on a également beaucoup travaillé ce backlog en finalement très peu de temps. Ça peut tenir sur moins d'une semaine ce qu'on a fait, ou jusqu'à 15 jours, 3 semaines sur les gros projets, avec plusieurs ateliers. Mais il n'y a pas besoin de 6 mois pour faire un plan projet digne de ce nom qui tienne debout et qui tienne compte des grands équilibres fonctionnels et techniques du projet. Alors, pour le plan de release, comment on fait? En fait, en Agile, on dit qu'il faut faire le premier pas, donc on y va, quoi. On fixe une échelle de temps, arbitraire ou pas, on prend celle qu'on avait utilisée la dernière fois, c'est pas le problème. Et un niveau de ressources, on se dit qu'on a une équipe de 4 personnes, ou on a 8 équipes de 10 chacune réparties de par le monde, ça dépend de vos projets, de votre organisation. Par contre, il faut au début faire simple. Pourquoi? Parce que, donc pour faire simple, ça veut dire quoi? Généralement prendre une échelle linéaire, dans un premier temps, et évidemment rester guidé par la business value. Pourquoi? Parce qu'il faut rapidement converger vers une version qui soit communicable visuellement. Il faut l'afficher. Voilà. Parce que c'est ça en fait qui va faire débat en fait, et qui va permettre d'itérer vers les versions suivantes des plans de release. Un dernier point qui est généralement très sujet à débat, c'est comment on passe des tailles de t-shirt au story point. J'ai pas la réponse théorique, je n'ai qu'une réponse empirique. On essaye, on adapte, on fait différentes hypothèses. Ça c'est intéressant. Merci Excel, merci Scrum.do et les autres. On étalonne, on peut refaire localement des estimations pour vérifier typiquement que ah bah tiens c'est bizarre, celle-ci elle nous donne 40, je la voyais plutôt plus ou moins, etc. Voilà, on itère là-dessus. À la fin du V0, donc ça c'est très rapide à faire, enfin c'est très rapide, il faut se lancer, mais une fois qu'on s'est dit on se lance, une fois qu'on a mis le premier post-it ou la première story, bon, ça vient tout seul. Mais quand on a fait ça, on n'a rien fait en fait, parce qu'évidemment votre projet ne va pas se dérouler comme ça. Et c'est là, je terminerai par ça, c'est là en fait qu'on essaie de closer. Donc on a ce truc-là, bon, c'est imagé hein, évidemment. Typiquement là-dessus, vous vous êtes dit, bon ok, c'est un outil avec un back-office, un front-office, on met le paquet sur le front. Là, il y a une hypothèse stratégique dans le projet. Peut-être que vous avez pris l'inverse, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous en ayez pris une et que vous l'avez appliquée dans cette première version. Et puis évidemment, vous l'avez fait avec vos convictions, puis vous étiez 5, 6, 10 autour de la table entre les fonctionnels et techniques, et chacun avait une bonne raison, et si c'est cette option qui s'est dégagée, c'est qu'il y a une bonne raison. Et puis ensuite, on la présente. On la présente à qui? On la présente au projet, aux clients, aux managers, aux clients, aux décideurs, en tout cas à ceux qu'on veut embarquer dans la prise de décision du projet. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de les faire réagir. Alors, c'est pas de les provoquer, mais en tout cas, c'est de ne pas les laisser indifférents. S'ils ne viennent pas à la réunion, c'est bon, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il faut un représentant technique et fonctionnel. Il faut des gens hyper crédibles à ce niveau-là, qui vont justement porter les équipes de 4-5 personnes qui ont travaillé sur le sujet, qui souvent sont issus de différentes équipes projets. Et donc, voilà, par délégation, on a un haut niveau de représentativité dans la salle. Et typiquement, c'est là qu'on discute les options stratégiques. Ah, c'est bizarre que mes experts métiers me disent ça, parce que moi j'avais une vision complètement différente, etc. Donc, généralement, ce que je réponds, c'est une bonne raison pour la prochaine fois vous inscrire plus tôt dans le cycle et venir travailler avec nous en amont. Mais c'est la réalité, en fait. Alors, il peut choisir différemment, mais en tout cas, il ouvre le débat. Oups. C'est là qu'effectivement on va retrouver ce que l'on a tagué tout à l'heure, typiquement sur notre échelle de canaux, entre les must-have, les delighters, etc. C'est là qu'on arbitre entre le court terme et le moyen terme. Je rappelle ce que je disais
en début, les estimations ne sont pas négociables, elles ont été faites par, en gros, les meilleurs experts là, de l'organisation, et donc les remettre en cause, c'est remettre en cause une bonne partie de ces équipes. Donc on peut pas être d'accord, mais ça veut dire qu'on négocie, et donc on obtient des contreparties. Alors, les dépendances, c'est une question un peu systématique, parce que quand on est habitué à planifier avec Project, on visualise un Gantt, et quand on passe en feature, eh ben on le perd en fait, cette logique-là, et une des tentations, ce serait de le retrouver. Donc, au niveau du plan de release, les dépendances, et à ce niveau de maille, hein, d'échelle, les dépendances, on peut les représenter visuellement, les maîtriser complètement sur un périmètre, même sur un projet de 20 000 jours hommes. On n'a pas les micro-dépendances intramodules, mais les grandes dépendances intermodules, on les a. Donc, on les représente non pas dans le tableau, là, on peut le faire si on veut, mais ça, mettre des fils partout, c'est pas trop le problème. Par contre, ce qui est important, c'est qu'elles soient connues, actées et listées. Hein, tout à fait. Et évidemment, on en tient compte quand on construit. On est bien d'accord. Alors, par contre, ce qui est très important, c'est que ça soit humainement appréhendable, et globalement sur l'ensemble du périmètre du projet à 360 degrés. Ouais. Pour rebondir sur ce que vous dites, si c'est l'expert technique qui fait l'évaluation du temps de travail, est-ce qu'il n'y a pas un risque justement qu'il évalue le temps qu'il mettrait lui à le faire, puisqu'on sait qu'après ça va être remis à des devs qui sont peut-être moins expérimentés, ouais. Et là il y aura un certain décalage entre l'estimation et le temps réel. Oui, bien sûr. Alors, bon, c'est pas l'expert technique, c'est quelqu'un d'expérimenté qui maîtrise la technologie. Donc c'est un peu le lead, c'est un peu le lead dev. C'est le lead dev, c'est l'architecte, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui, typiquement, nous on fait souvent ça avec les mêmes équipes. C'est pas nécessairement les équipes qui vont faire derrière. Pourquoi ? Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est pas d'être précis à 15% près. Hein, c'est sur un projet d'une taille moyenne ou importante, d'offrir un plan de route en fait. Hein. En particulier de le vendre, de le valider, de discuter des retours sur investissement, d'acter des investissements, d'acter de l'organisation, etc. Donc évidemment, on fait des hypothèses, on adapte hein, la vélocité en fonction du caractère distribué ou pas, l'expérience des équipes, à travailler ensemble, la juniorité, enfin la seniorité des acteurs, etc. Mais on est dans un deuxième temps quand on déploie en fait. Hein. On est là dans des hypothèses plus fines. Hein, quand on entre dans de la planification plus détaillée en fait. Hein. Donc évidemment on en tient compte de manière macroscopique dans un premier temps. Ce qui est intéressant quand on fait ce type d'hypothèse, c'est d'avoir son modèle et de faire 3 hypothèses par exemple sur un sujet. Et d'étalonner en fait ces 3 hypothèses sur des choses qu'on connaît, qu'on maîtrise, qu'on est allé voir. Et s'il y a un truc complètement déconnant, hein, quelque chose qui était à 5 et qui bizarrement passe à 25, ou l'inverse, c'est un indicateur que votre modèle il est trop simpliste ou que cette hypothèse-là ne peut pas tenir. Ce qui est important, c'est d'adresser les dimensions fonctionnelles, opérationnelles et techniques. Alors, opérationnel, c'est l'organisation du projet. Pour arriver à un plan de release V1, un V2, V3, enfin voilà. Valider le consensus, les choix stratégiques, les partager, les graver, pas dans le marbre, mais dans le liège, pour quelques mois. Le plan de ressources, c'est intéressant. Comment on va s'organiser, combien d'équipes, etc. Seniorité, vélocité moyenne, etc. Bon, hop. Priorité. Ce qui est intéressant, c'est derrière, évidemment, tous les jours, on va faire des arbitrages. Donc, voilà, c'est quoi les 3-4 priorités principales du projet qui vont permettre opérationnellement de se dire « Ah oui, il ne faut pas que j'oublie, on est focus front office sur le premier release, par exemple. » Ouais. Notamment pour le plan V0, il n'y a pas de vélocité pour l'instant. Donc, c'est quoi votre technique pour faire une estimation ? Empirique. Hein, donc, soit on la connaît parce qu'on connaît l'équipe, c'est la même techno, c'est le même type de projet. Donc on part avec une équipe qui n'a jamais fait d'agile et on l'a construit pour... Oui. De toute façon, vous connaîtrez votre vélocité, vous commencerez à connaître votre vélocité au bout d'un certain nombre d'itérations. Ça, c'est ce que dit Scrum. Donc, il faut faire des hypothèses. Mais on peut borner, c'est ça l'intérêt. Haut, bas, etc. Ça ne répond pas à mes questions. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand on va vouloir vendre des seeders
quelque chose et lui faire imaginer un plan de release, quand est-ce qu'il va voir des choses sortir. Ouais. Si la réponse est on verra dans quelques itérations, on a du mal à les embarquer avec soi. Non, vous faites des hypothèses. Vous faites des hypothèses de vélocité plus ou moins élevée. Évidemment, ça a des impacts. C'est-à-dire, si vous prenez une vélocité élevée avec une équipe de juniors qui connaît ni Scrum, ni Java, ni ce que vous utilisez, c'est sûr que ça ne va pas tenir. Inversement, si vous voulez baisser les coûts, faire de l'offshore, du distribué, etc., il y a d'autres impacts sur la vélocité. Donc, voilà, on étudie ces hypothèses, on en parle, on les explique, puis à un moment donné, on décide. Alors évidemment, il faut prendre la décision qui va avec l'hypothèse qu'on a retenue. Il y a la session. Le problème de fond, c'est qu'au démarrage d'un projet, en fait, on a un niveau d'incertitude qui est toujours assez important, en fait. Donc, en fait, au démarrage, on ne peut pas réduire complètement l'incertitude. Elle existe toujours. C'est pour ça qu'on fait du tail-search sizing et qu'on ne vote pas directement des exigences techniques ou même fonctionnelles directement. Lors des premiers plans de release, en fait, on est dans quelque chose qui est entaché d'une incertitude et il faut bien que le management le comprenne. Oui, mais soit vous vous liez les mains, vous lui dites, vous lui annoncez la borne basse et vous êtes marrant pour le reste du projet, soit vous lui expliquez les sources de l'incertitude, vous lui expliquez comment la lever. En gros, vous êtes transparent. Après, chacun a ses moyens, mais... ouais. On va enfin itérer. Et puis, effectivement, la prochaine fois, proposez-leur de s'inscrire plus tôt dans le cycle. Parce que généralement, ils ont rencontré leur métier, ils ont rencontré l'architecture de leur récit, ils en ont une meilleure compréhension, parce qu'en fait, on leur a pas dit ça, c'est de la technique, t'inquiète, on gère. On leur a expliqué pourquoi tel choix technique, d'architecture, etc. a tel impact. Donc ils commencent finalement à avoir une certaine compréhension un petit peu globale. Et souvent, ça les intéresse d'aller la prochaine fois participer à ce type d'atelier dès le départ. Après, on peut... Oui, on arrête. Voilà, ça, c'est un exemple graphique. Ça fonctionne aussi sur du distribué avec des scrums de Scrum, etc. Merci, question.